Donc, nous ne sommes pas nombreux dans une très grande salle. Donc, nous allons prier ceux qui sont en retrait un peu de se rapprocher pour qu'on soit un peu plus regroupés. C'est bon pour les photographes, pour qu'on ne donne pas l'impression qu'on a une salle toute vide. C'est très important dans un monde numérisé de tenir compte de ça. C'est vraiment un privilège de participer à cette discussion et nous vous remercions vivement d'avoir choisi ce panel, étant donné qu'il y a d'autres activités parallèles qui ont en cours en ce moment. Donc, merci pour l'intérêt que vous portez à ce panel qui va porter sur l'agenda de Turin. Donc, l'agenda de Turin qui a été lancé il y a 1 an. Et la question à laquelle nous voulons répondre, c'est 1 an, qu'est-ce qui s'est passé depuis que l'agenda a été lancé et quelles sont les perspectives de la mise en œuvre de cet agenda qui a été adopté par une forte délégation lors de la conférence du NEC, donc plus de 300 participants répartis venus de différents pays de par le monde. Donc, c'est un agenda d'importance parce que ça a porté sur la thématique du renforcement des systèmes et des capacités nationales d'évaluation, comment rendre ces capacités nationales d'évaluation beaucoup plus résilientes face aux différentes crises auxquelles nous faisons face. Et comme on a discuté tout à l'heure dans les différentes interventions depuis cette matinée, nous faisons face à plusieurs crises, à plusieurs transformations. Nous vivons dans un monde polycrise et il faut que les capacités nationales d'évaluation, les systèmes nationaux d'évaluation soient plus résilients et mieux habilités à faire face à ces crises-là. Et donc, l'agenda a déroulé un certain nombre de recommandations sur lesquelles nous allons revenir et discuter un peu de l'état de mise en œuvre et des perspectives de mise en œuvre de cet agenda-là. Et pour ça, nous avions un très riche panel où nous avons notamment Monsieur le ministre en charge des réformes de l'État de la République du Congo, qui est déjà intervenu dans la matinée, qui nous fait l'honneur d'être dans ce panel et qui va partager l'expérience du Congo dans la mise en œuvre des éléments de cet agenda. Nous avons aussi le privilège d'avoir dans le panel Monsieur Hassina, qui est le coordonnateur du programme de réforme, de modernisation de l'administration publique à la présidence de la République de Madagascar, qui va aussi parler de l'expérience de Madagascar dans la mise en œuvre des éléments de cet agenda. Et nous avions enfin, pas des moindres, Madame Odilia Nyasingbe, qui est la directrice exécutive du CADET, qui est le Centre de renforcement des capacités pour le développement au Togo. C'est une unité qui est rattachée au ministère du Plan et donc à la présidence de la République du Togo et qui va aussi nous présenter un peu l'expérience du Togo dans la mise en œuvre des éléments de cet agenda. Mais avant ces études de cas, ces 3 études de cas, donc sur le Congo, sur le Togo et sur le Madagascar, nous aurons le privilège d'écouter Heather Bryant, conseiller en évaluation à l'UNDP, donc au PNUD, mais qui est aussi conseiller en évaluation au niveau du GI, donc le Global Evaluation Initiative, qui va d'abord nous rappeler un peu, nous rafraîchir la mémoire sur les éléments clés de cet agenda avant que nous allions dans le vif du sujet sur les différentes expériences des pays. Donc, sans plus tarder, nous avions pris quelques retards dans le démarrage et nous voulons vraiment que ça soit un échange avec vous sur aussi vos expériences dans la mise en œuvre de cet agenda. Donc, nous allons consacrer un premier temps à la présentation des différents panélistes et à un second temps, nous voulons consacrer au moins 30 minutes pour les discussions avec vous pour recueillir vos recommandations, vos questions, mais aussi
vos partages d'expériences en lien avec l'agenda et nous allons pouvoir conclure sur les perspectives dans un dernier temps. Donc, sur ce, je vais, avec votre permission, passer la parole à Heather Bryant pour nous introduire, nous présenter, nous rafraîchir un peu les mémoires sur l'agenda de Turin. Merci, Edoué. Monsieur le ministre, chers collègues, mesdames, messieurs, c'est un vrai plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Comme Edoué a dit, je m'appelle Heather Bryant et je travaille avec le Bureau indépendant d'évaluation du PNUD depuis 2012, mais depuis 2020, je suis détachée au Global Evaluation Initiative. Je suis basée à Bruxelles. Et en octobre 2022, un peu moins d'il y a une année, le Bureau indépendant d'évaluation du PNUD a organisé en collaboration avec le GEI le 7e édition du NEC Conference, le National Evaluation Capacities Conference. La première conférence NEC a eu lieu au Maroc en 2009 avec une cinquantaine de participants venant de 30 pays. L'édition en octobre, on avait plus de 300 représentants des gouvernements, des agences multilatérales et bilatérales, des agences de développement et dans le domaine humanitaire, ainsi que des organisations de la société civile et bien sûr des évaluateurs et des évaluatrices de la communauté internationale qui se sont réunis pour parler justement de comment renforcer les systèmes d'évaluation nationaux pour qu'ils soient résilients et adaptés aux défis d'aujourd'hui. Et à la fin de ces 3 jours, les participants à la conférence ont élaboré cet agenda de Turin. Et c'est un document très dense. Et je vais juste partager quelques éléments de ce document. Et cet agenda est en 3 parties. Et dans la première partie, les participants à cette conférence ont fait plusieurs constatations qui sont en fait similaires à celles faites ce matin par rapport au monde d'aujourd'hui. Entre autres, que le progrès vers les réalisations des objectifs de développement durable ont ralenti et se sont même inversés dans quelques pays et régions du monde, que la pandémie COVID-19 a entraîné une crise économique et sanitaire et cette crise a été aggravée par des tensions géopolitiques croissantes. En même temps, les inégalités se sont intensifiées, entraînant des disparités de plus en plus profondes quant à l'accès aux ressources et à l'égalité des chances. Et comme nous savons tous, les effets négatifs des changements climatiques s'accélèrent et touchent en particulier les pays et les peuples les plus vulnérables. Et en tant que communauté internationale, nous approchons en grands pas le moment où des décisions seront prises concernant la transition au-delà des objectifs de développement durable. Et selon cet agenda de Turin, afin de marquer ce tournant dans le programme international de développement, l'évaluation doit jouer un rôle plus important et apporter aux décideurs les données probantes dont ils ont besoin pour prendre des décisions concernant le monde d'aujourd'hui et d'après 2020. Dans la deuxième partie du document, les participants à la conférence ont reconnu que les systèmes d'évaluation nationaux doivent pouvoir faire plusieurs choses, entre autres. Ils doivent développer de façon urgente les capacités à fournir des données probantes, actualisées, crédibles et précises. Ils doivent être toujours plus performants et plus souples afin de répondre rapidement aux besoins changeants et urgents. Ces systèmes doivent prioriser l'inclusion et le principe de ne laisser personne pour compte et donner la parole aux personnes de tous horizons en accordant une attention particulière aux jeunes, aux femmes et aux filles, ainsi qu'à celles et ceux qui sont souvent exclus et marginalisés. Ces systèmes doivent aussi tenir véritablement compte de la durabilité environnementale et des considérations climatiques lors de l'évaluation des politiques publiques, des programmes ou des portefeuilles de travail. Et enfin, ils doivent favoriser en priorité l'accès aux stratégies et solutions numériques inclusives
en particulier celles qui réduisent également l'effet de l'évaluation sur l'environnement. Et dans la troisième partie de l'agenda, conscient de ces impératifs et de la complexité des contextes, nous, les participants à la conférence NEC, se sont engagés à tout d'abord ne pas oublier que l'objectif primordial de notre travail d'évaluateur, d'évaluatrice ou de bâtisseur de systèmes d'évaluation, est d'améliorer la vie des gens, d'aider à construire des sociétés plus résilientes afin de soutenir la réalisation de l'agenda 2030 et des ODD. Les participants se sont engagés à créer des systèmes inclusifs et transparents qui impliquent activement les parties prenantes, se sont engagés à veiller à ce que les systèmes d'évaluation nationaux et infranationaux soient adaptés à des contextes nationaux et locaux distincts, mais aussi conformes aux stratégies et aux programmes de développement nationaux. L'agenda note aussi qu'il est critique que les systèmes d'évaluation nationaux et infranationaux bénéficient de financements suffisants et réalistes. Nous devons tous veiller à ce que les systèmes d'évaluation tiennent compte de l'incidence potentielle, actuelle et future des politiques et des programmes sur le climat et sur les écosystèmes afin d'éviter, d'atténuer ou de surmonter ces crises existentielles qui affectent notre planète et le développement humain. Les participants se sont aussi engagés à mettre l'accent sur l'égalité des sexes et l'inclusion sociale dans l'évaluation et aussi dans les systèmes d'évaluation. L'agenda dit aussi que nous nous efforcerons d'élaborer et renforcer rapidement l'analyse et la cartographie des systèmes d'évaluation, ainsi que des mesures et des stratégies de développement de renforcement de ces capacités adaptées à des cultures et des contextes spécifiques. Et pertinent pour le thème de cette conférence, l'agenda met l'accent aussi sur l'importance d'élaborer des stratégies numériques ciblées qui facilitent les innovations dans la collecte et l'analyse des données et des éléments probants, tout en maintenant une vision sur l'utilisation éthique. C'est aussi important d'offrir aux jeunes et aux évaluateurs et évaluatrices émergents et émergentes suffisamment d'espace pour diriger l'élaboration et l'amélioration des systèmes d'évaluation et des futures solutions de développement et de leur donner l'espace pour participer à ces activités. Et pour conclure l'agenda de Turin, les participants se sont engagés à resserrer les partenariats et à redoubler les efforts pour accélérer ce développement des systèmes nationaux d'évaluation résilients, performants, souples, adaptables et surtout tournés vers l'avenir. Et c'est ainsi qu'on a conclu l'agenda de Turin et avec cela, je repasse la parole à Edouard. Merci. Merci beaucoup, Heather, pour ce rappel. Je pense que ceux qui étaient à Turin se rappellent très bien de la richesse des discussions qui ont abouti à ces conclusions et qui mettent l'accent sur le fait qu'on ne peut avoir des systèmes résilients que si on respecte un certain nombre de principes, donc s'assurer que ces systèmes sont inclusifs vis-à-vis des femmes, des jeunes, des personnes défavorisées, donc s'assurer que les systèmes impliquent bien le principe de ne laisser personne en rade et que ces systèmes soient bâtis en tenant compte des priorités auxquelles font face les pays, puisque la perspective, c'est d'améliorer les conditions de vie. Donc, tenir compte des questions liées au changement climatique, tenir compte des questions, des enjeux sociétaux, mais aussi l'agenda reconnaît qu'on ne peut pas avoir des systèmes résilients si ces systèmes ne s'appuient pas sur la réalité des contextes. Et je crois que c'est quelque chose qui est ressorti aussi des discussions qu'on a eues depuis hier, encore plus ce matin,
sur comment s'assurer que les contextes sont véritablement pris en compte dans les systèmes nationaux d'évaluation, y compris la dimension culturelle. Donc, ce sont ces éléments-là qui constituent l'essence même de l'agenda. Et nous, au niveau du CLIA francophone, avant de passer la parole aux études de cas, nous sommes engagés aussi dans la mise en œuvre de cet agenda à travers un certain nombre d'actions qui sont menées au niveau de l'Afrique francophone dans un certain nombre de pays. Et dans ce travail qui a été fait, je crois que depuis 1 an, il y a un certain nombre de progrès qui ont été réalisés et qui vont être illustrés par les études de cas, notamment le fait que nous avions vu dans un certain nombre de pays le renforcement de l'institutionnalisation de l'évaluation. Je crois que c'est quelque chose qui est ressorti fortement dans les discussions aujourd'hui à travers le cas de la Côte d'Ivoire, mais aussi le cas d'autres pays de l'Afrique francophone. Cet élan-là vers l'institutionnalisation de l'évaluation qui s'affirme de plus en plus en Afrique francophone. Et quand on compare l'Afrique francophone à l'Afrique anglophone, on constate même qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui de pays francophones qui ont l'évaluation dans leur constitution, qui ont adopté des cadres réglementaires sur l'évaluation. Mais comme le dit quelqu'un, le problème que nous avions souvent, c'est de opérationnaliser et de mettre en œuvre tout ça. Et cela constitue un des défis de la mise en œuvre de l'agenda. Mais au-delà de ces avancées qui ont cours depuis l'agenda et qui met l'accent sur l'urgence du renforcement des capacités, on se rend compte aussi qu'on fait face à une complexification du milieu même de l'évaluation. Nous parlons de la complexification du contexte de l'évaluation, mais avec l'institutionnalisation, ce que l'on observe aussi en Afrique francophone, c'est la complexification du jeu autour de l'évaluation. Okay. Parce que à partir du moment où des plaidoyers ont été faits et qu'une sensibilisation a été faite auprès des décideurs et que de plus en plus de personnes comprennent l'utilité de l'évaluation, ça suscite aussi de l'intérêt et ça fait que l'évaluation devient de plus en plus un élément du jeu politique dans un certain nombre de pays. Et ça rend un peu plus difficile le processus même de renforcement des capacités parce qu'il faut gérer les relations entre les différentes entités constitutionnelles, donc entre le Parlement, la Cour des comptes, le gouvernement, et au sein du gouvernement, les différentes unités qui ont les responsabilités de l'évaluation, les ministères de plan, le secrétariat général et un certain nombre d'acteurs qui sont investis de ce rôle-là de faire l'évaluation. Et c'est cette réalité qui est aujourd'hui la réalité de l'Afrique francophone, un processus d'institutionnalisation qui avance, mais qui crée aussi la complexification de la mise en œuvre de l'évaluation, avec une relation un peu plus forte entre l'évaluation et le jeu politique, en fait. Et ça constitue un des défis auxquels on doit désormais faire face. Mais dans cette évolution aussi, ce que l'on observe en Afrique francophone, c'est le fait que malgré l'institutionnalisation de l'évaluation reste encore la chasse gardée de certains champions, de certains courtiers de développement. Et tout l'enjeu, si on veut aller vers des systèmes résilients au sens de l'agenda, puisqu'on parle de système qui inclut tout le monde, ça veut dire qu'il faut aller vers la démocratisation de l'évaluation, dans le sens que permettre à ce que l'évaluation puisse être comprise et acceptée, mise en œuvre, planifiée par tous les acteurs. Et aujourd'hui, un des défis dans un certain nombre de pays, c'est de pouvoir aller au-delà de ces champions, permettre à ce que d'autres acteurs qui ne sont pas habituellement dans les cercles réservés aux évaluateurs, que ces personnes puissent entrer dans ce cercle et aussi profiter du processus d'institutionnalisation de l'évaluation. Et c'est en cela
Aujourd'hui, il y a des initiatives, c'est heureux de voir qu'il y a des initiatives de professionnalisation de l'évaluation qui sont en cours dans un certain nombre de pays. Nous, au niveau du CLIER Afrique francophone, on a lancé un master en évaluation des politiques publiques. Je sais qu'il y a d'autres acteurs universitaires de la sous-région qui travaillent sur le renforcement des capacités. Il y a les collègues de l'ENAP qui ont développé des programmes de bourse pour professionnaliser davantage à travers le GEI et le déroulement du PFED, la délocalisation du PFED, etc., avec des programmes de partenariat avec des universités au niveau local pour pouvoir poursuivre cet agenda de professionnalisation. Et quelque chose qui est venu aussi dans l'après-Turin, c'est le processus de mise en place des certifications et des accréditations qui sont en cours. Il y a des réflexions, des initiatives qui sont en cours pour justement créer davantage la masse critique des évaluateurs qui peuvent concourir à rendre les systèmes beaucoup plus résilients. Mais un des défis qui est lié à l'enjeu de la complexification du milieu de l'évaluation dont je parlais, c'est aussi la nécessité de trouver le bon rythme dans le processus de renforcement des capacités. On a dit tout à l'heure que l'agenda a dit qu'il faut pouvoir renforcer les capacités de manière urgente, produire les données de manière urgente et aider à l'utilisation de ces données de manière urgente. Et ça, c'est vrai, et on a besoin de ces données. Mais la transformation qu'on recherche à travers l'évaluation est une transformation beaucoup plus profonde, puisque ça touche même à l'organisation administrative, ça touche même au mode de fonctionnement de nos administrations, au mode de pensée des acteurs de l'administration. Et donc, il y a une transformation cognitive, organisationnelle, institutionnelle qui doit accompagner ce processus de production des données et de leur utilisation. Donc, à la fois les dispositifs de production, mais aussi les dispositifs relatifs aux relations autour des systèmes de production, donc les relations entre les acteurs de la production, en fait. Et ça, c'est un des enjeux auxquels on doit faire face aujourd'hui. Comment on arrive à impulser la production des données selon un rythme, une vitesse qui est bien adaptée aux changements profonds que les administrations publiques connaissent aujourd'hui. On a parlé de la différence entre le temps du politique et le temps de la science, de la recherche, de la production des données. Mais au-delà de ça, il y a aussi, à mon sens, cette réalité de la transformation, de l'acceptation de l'évolution cognitive qu'il faut avoir pour pouvoir permettre une réelle appropriation de l'agenda de l'évaluation. Et enfin, un dernier élément sur lequel nous, au niveau régional, on travaille beaucoup, c'est de répondre à la question du financement de l'évaluation. Puisque ça a été dit, s'il faut avoir des systèmes résilients, il faut répondre à l'enjeu du financement de l'évaluation, mais un financement qui doit être endogénéisé, qui doit être local. Et donc, c'est pour cela que dans les initiatives que nous menons, nous mettons l'accent sur l'appui au développement des politiques nationales d'évaluation, parce que dans l'espace francophone aujourd'hui, ça a été dit, on est en budget programme et avoir des politiques d'évaluation peuvent faciliter le processus de budgétisation et donc l'insertion de l'évaluation dans les budgets de l'État et leur prise en compte par le budget national. Et donc ça, c'est un chantier sur lequel on a commencé à travailler dans un certain nombre de pays et des efforts sur lesquels on va poursuivre. Mais un chantier auquel on ne s'est pas encore attaqué, et je pense que ça constitue un manque dans notre environnement et qui peut constituer une perspective dans la mise en œuvre de l'agenda, c'est la participation du secteur privé dans les processus évaluatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend les politiques nationales de développement ou les plans nationaux de développement, presque tous les pays
ont compris qu'il faut mettre l'accent sur le secteur privé pour le financement des plans nationaux de développement à travers les PPP ou d'autres mécanismes de collaboration qui peuvent permettre au secteur privé de soutenir les plans nationaux de développement. Mais la présence du secteur privé sur les questions de l'évaluation est encore très, très faible dans notre zone. Ici, on est heureux d'être à la Chambre de commerce. On a vu à travers la Société luxembourgeoise d'évaluation l'implication des entreprises et de la Chambre de commerce dans les modalités, dans les évaluations. Mais au niveau de notre sous-région Afrique francophone, cette implication-là reste faible. Mais on ne peut pas durablement résoudre le problème du financement de l'évaluation si on n'arrive pas à toucher à ce secteur-là, à faire en sorte que l'évaluation devienne en quelque sorte une responsabilité, un élément de la responsabilité sociétale des entreprises, qui peuvent soit à travers des apports, des concours ou des programmes concourir justement à appuyer le financement des évaluations et du renforcement des capacités des évaluations dans la sous-région francophone. Donc, en gros, pour résumer, de notre perspective régionale, il y a ces trois défis que nous voyons, malgré les évolutions qu'on note et sur lesquels on va revenir à travers les études de cas. Et ce sont essentiellement les défis de complexification du milieu de l'évaluation, la question de la vitesse, du rythme, comment allier le renforcement des capacités au changement politique, au rythme de la vie politique, et en dernier ressort, comment résoudre le problème du financement de l'évaluation en s'assurant que le secteur privé devienne véritablement un acteur du renforcement des capacités de la promotion de la culture évaluation dans notre espace francophone. Donc, cela dit, nous allons passer maintenant aux différentes études de cas pour voir concrètement au niveau de chaque pays comment ces différents enjeux, défis, ces avancées se présentent à travers les efforts que les pays mènent. Et j'ai le privilège d'inviter Monsieur le ministre pour nous parler du cas du Congo. Monsieur le ministre, à vous. Merci beaucoup, Edoé. Merci, Brian. J'ai eu l'occasion, bien sûr, de participer à l'élaboration et à l'adoption de l'agenda de Turin. J'ai participé à cette réunion où il y avait plus de 300 personnes. J'ai vu avec quel engouement les participants ont adopté cet agenda. Je peux donc imaginer également avec quel empressement ils ont dû commencer à tenir ces engagements ou à implémenter les engagements liés à cet agenda. Alors pour la présentation du cas du Congo, je vais vous dire que notre présentation s'est faite en se basant sur les engagements, et à chaque engagement, nous essayons de dire qu'est-ce que nous avons pu faire ou qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Je voudrais aussi, bien sûr, avant de passer à ces engagements, vous rassurer que le dispositif d'évaluation dans notre pays est en train d'évoluer progressivement. Je vous avais dit à Turin que nous avions quelques difficultés pour évaluer notre PND, celui de 2018-2022, et maintenant, pour celui de 2022-2026, nous avons mis en place un dispositif qui a commencé à fonctionner. Et dans ce dispositif, bien sûr, nous avons le secteur privé, nous avons la société civile et nous avons les institutions publiques. Donc, c'est aussi pour dire que notre gouvernement attache beaucoup d'importance à l'inclusivité, en tenant compte, bien sûr, de ce que vous avez appelé la complexité de l'évaluation. Plus d'acteurs venant de plusieurs horizons, ça nous donne la possibilité de conduire des évaluations peut-être un peu plus réalistes. Voilà donc pour le mot introductif. Maintenant, concernant l'agenda de Turin, je vous disais que j'ai essayé de faire un tableau, peut-être pas exhaustif, mais au moins qui vous donne un peu l'impression ou une vue de ce que nous avons pu réaliser.
Au premier point, dans ces engagements, nous avons relevé que nous nous étions dit à cette occasion que nous devrons bâtir des sociétés plus résilientes afin d'améliorer les conditions de vie des populations et de contribuer ainsi à la réalisation du programme 2030 des ODD. Sur ce point, nous avons donc, dans le cadre des objectifs du Plan national de développement 2022-2026, fixé pour les différents ODD qui concernent nos engagements, parce que là aussi, il y a un nombre d'engagements que les pays avaient pris. Nous avons donc mis en place un dispositif qui nous permet de voir au fur et à mesure quelles sont les avancées. Mais notre plan national de développement, il s'est organisé autour de 6 piliers. Il y a d'abord le développement de l'agriculture au sens large, qui permet aussi de régler les problèmes d'alimentation. Il y a le développement industriel, il y a le développement des zones économiques spéciales, il y a le développement du tourisme, le développement de l'économie numérique, nous y sommes, et il y a la promotion immobilière. Voilà donc les différents axes de ce plan, chacun de ces axes nous permettant d'envisager l'atteinte de certains objectifs des ODD. Ensuite, dans le deuxième engagement, on nous demandait de créer des systèmes inclusifs et transparents qui impliquent activement les parties prenantes, notamment les partenaires gouvernementaux, les parlementaires, le secteur privé, les citoyens et la société civile, qui tiennent compte de leurs différents points de vue et expertises éclairées afin de recueillir les données probantes, crédibles, à l'appui de politiques et de programmes qui ne laissent personne pour compte. Voyez-vous, vous l'avez répété. Alors, donc, notre ministère, le ministère dont j'ai la charge, a signé en décembre 2022 une convention de collaboration avec l'ERFA. Edo était à Brazzaville avec Amos, un certain nombre d'entre nous dans la salle ici, dans le but de bâtir un système national de suivi et évaluation suivant une approche inclusive et participative. À cette occasion, ils ont rencontré les institutions publiques. Ils ont été à l'Assemblée nationale, ils ont vu la Cour des comptes, mais ils ont également vu la société civile. Ils ont même organisé des séances de formation, certainement de la société civile, pour mieux les informer des objectifs visés par l'accord que nous venons de citer avec eux. Il y a aussi, entre autres engagements, veiller à ce que les systèmes nationaux d'évaluation soient adaptés à des contextes nationaux et locaux distincts, mais aussi conformes aux stratégies et programmes de développement nationaux. Oui, je crois que là aussi, notre plan national de développement, ainsi que le programme d'action du gouvernement, qui lui se décline, notre Premier ministre l'a décliné en 12 batailles, mais enfin ce sont 12 axes qui guident le processus de mise en œuvre du système national d'évaluation, entre autres. Alors donc, pour vous donner une idée de ces 12 axes du programme d'action du gouvernement, il y a d'abord la bataille de la santé au Congo, il y a la bataille de l'économie, il y a la bataille de la diversification économique, il y a la bataille de la politique sociale, il y a la bataille de la culture et art, il y a la bataille en faveur de la jeunesse, il y a la bataille en faveur de la paix et de la sécurité, la bataille pour la démocratie, la bataille pour une diplomatie ambitieuse, la bataille pour un environnement sain et la bataille de la décentralisation, l'amélioration de la décentralisation de la gouvernance et la bataille de la bonne gouvernance au Congo. Donc ainsi, c'est décliné le programme du gouvernement et donc dans ce cadre-là, nous intégrons bien sûr à différents niveaux les processus d'évaluation pour montrer d'ailleurs comment notre gouvernement est disposé vraiment à intégrer ce mécanisme, ce dispositif dans le cadre de ses politiques publiques. Il y a un mois, en accord avec le soutien, enfin plutôt avec le soutien de la Banque mondiale, à travers son projet intégré de réforme du secteur public,
5 ONG ont librement fait le tour du Congo, des 12 départements, pour évaluer les programmes budgétisés, la réalisation des programmes qui ont été budgétisés depuis 2012 jusqu'à 2021, pour voir quel a été le taux de réalisation. Elles ont librement, ces 5 ONG, librement sélectionnées par leur propre organisation, elles ont librement fait le tour du Congo et ont déposé leur rapport au Premier ministre pour dire voici ce que nous avons relevé dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'école, dans le domaine des grands travaux et ainsi de suite. Donc, là aussi, vraiment, nous acceptons que la société civile participe, aide le gouvernement à améliorer ses performances dans ces différents domaines-là. Et il y avait aussi, entre autres engagements, veiller à ce que les systèmes d'évaluation tiennent compte de l'incidence potentielle actuelle et prévue de l'ensemble des politiques et programmes relatifs au climat et aux écosystèmes. Vous savez qu'en matière de climat, de préservation du climat, le Congo joue au niveau de l'Afrique et de l'Afrique en général, et même, peut-être c'est un peu prétentieux, mais à l'échelle du monde, le Congo veut pousser à un certain nombre de politiques qui préservent l'environnement, bien sûr en commençant dans son propre espace. Et donc la prise en compte de ces préoccupations se fait dans le cadre de la mise en place d'un système national d'évaluation. Et pour nous, c'est un impératif. Et vous savez vous-même certainement entendu parler de la préservation des forêts du bassin du Congo, du Fonds bleu, autant de politiques qui sont mises en place pour garantir le respect de cet engagement. Enfin, nous avons aussi, entre autres engagements, je ne vous ferai pas la peine d'écouter tous ces engagements jusqu'à la fin, mais je vous en donne quelques-uns. Appuyer les systèmes adaptatifs qui peuvent fournir rapidement des informations permettant de faire face aux crises sans sacrifier nos valeurs morales. Alors là, nous avons mis en place le système national d'évaluation qui se fait sur la base des expériences tirées, d'ailleurs en conformité avec nos valeurs nationales. C'est dans la société d'aujourd'hui, il est quelquefois difficile pour les jeunes nations comme nous de parler de ces valeurs nationales parce qu'il y a quelque part peut-être des valeurs que l'on peut considérer comme étant supranationales. Mais nous souhaiterions défendre celles qui sont aussi nationales sans bien sûr qu'elles soient exclusives des valeurs universelles. On va mettre l'accent sur l'égalité des sexes et l'inclusion sociale dans les évaluations et les systèmes d'évaluation. Oui, effectivement, nous avons un ministère en charge de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle qui contribue. Alors, cette dame-là, je souhaiterais un jour que vous la rencontriez, elle est aussi efficace que dynamique. Et elle s'efforce, mais vraiment alors, au sein du gouvernement et y compris dans les autres institutions républicaines, elle s'efforce à assurer l'égalité des sexes et l'inclusion sociale des femmes et également à influencer le système national d'évaluation pour que la politique du genre soit prise en compte dans le cadre des politiques publiques. Enfin, on nous a dit aussi qu'il faut élaborer des stratégies numériques ciblées qui facilitent les innovations dans la collecte et l'analyse des données et des éléments probants, ainsi qu'une utilisation éthique. Nous avons mis en place une stratégie nationale de développement de l'économie numérique par loi. Et l'axe 5 du plan stratégique de la réforme de l'État, qui est élaboré par mon département ministériel, contribue à l'innovation dans la collecte des données. Donc, ce sont là des choses qui existent dans le cadre des politiques que nous avons mises en place. Il y a aussi la jeunesse, on avait parlé de la jeunesse dans le cadre de l'engagement de Turin, offrir aux jeunes et aux évaluateurs émergents, il y en a quelques-uns dans cette salle, suffisamment d'espace pour diriger l'élaboration et l'amélioration des systèmes nationaux d'évaluation et des futures solutions de développement ou participer à ces activités. Je l'ai dit ce matin, la participation de l'Association congolaise de l'évaluation dans le diagnostic sur les capacités nationales d'évaluation que nous avons eu l'occasion de présenter lorsque Claire Faye arriva à Brazzaville, est une opportunité de promotion des évaluateurs émergents
dans l'élaboration du système national de suivi et évaluation. Enfin, resserrer les partenariats et redoubler d'efforts pour accélérer le développement de systèmes nationaux d'évaluation et de statistiques résilients, performants, souples, adaptables et tournés vers l'avenir, qui soient axés sur l'utilité et intégrés dans le processus décisionnel et qui contribuent à garantir la production de données probantes de meilleure qualité à l'appui de politiques visant à améliorer les conditions de vie des populations. Et là, effectivement, le ministère dont j'ai la charge a entrepris un certain nombre de réformes et incluant toutes les parties prenantes. Et M. Edo a fait l'expérience quand il est venu à Brazzaville. Mon ministère est ouvert à la société civile, au secteur privé. Nous venions de tenir un atelier sur la validation de notre plan stratégique ministériel et il y avait là toutes les composantes, toutes les parties prenantes intéressées par les politiques que nous étions en train de mettre en place en faveur de basculement du budget de mon ministère, du budget de moyens en mode de budget programme. Donc, il y a autant de choses que nous sommes en train de mettre en place. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Bien sûr, nous n'avons pas encore atteint la complétude dans tout ce que nous faisons, mais tels sont les engagements que nous sommes en train de tenir et nous espérons, avec le partenariat que nous avons avec l'ERFA, avec tous les autres partenaires ici dans la salle, avec nos partenaires techniques et financiers traditionnels, nous espérons pouvoir faire avancer et réaliser nos engagements. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le ministre, pour ce bel exposé sur les réalisations au niveau du Congo. Nous allons enrichir le débat avec l'expérience du Togo. On quitte l'Afrique centrale pour l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je pense que dans les recommandations de l'agenda de Turin, l'un des principaux éléments, c'est de réellement mettre en place un système national de l'évaluation des politiques publiques. Et je vais plus ou moins baser mon exposé sur ce qui est fait, les défis, les challenges et comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. Bien évidemment, j'ai ma grande sœur Valentine Sama qui est là, la présidente de l'association des évaluateurs du Togo, qui pourra apporter des éléments complémentaires. Donc, pour dire que depuis l'agenda de Turin, il y a quelques mois, c'est peu quand même pour bâtir une architecture institutionnelle, mais je crois qu'au Togo, c'est un élément important qui nous manque dans toute la chaîne et sur lequel nous pouvons bâtir l'existant pour y arriver. Quand je parle de l'existant, je veux dire que depuis 2013, le Togo dispose déjà d'un guide de suivi et d'évaluation des politiques et des projets de développement qui a été élaboré, qui a été disséminé, pour lequel les formateurs ont été formés pour réellement pouvoir disposer de départements de suivi et évaluation dans les différents ministères, de sorte à prendre en compte tous les éléments, surtout des ministères sectoriels, pour tenir compte de l'inclusivité dont nous sommes en train de parler. Donc, ce document existe. Il existe également la politique intégrée de suivi-évaluation depuis 2018. Malheureusement, cette politique n'est pas encore adoptée, mais nous espérons que cela se fasse, en tout cas qu'elle soit peut-être actualisée, surtout avec les questions et les problématiques de numérisation dont nous avons parlé, qu'elle soit actualisée et adoptée. Nous avons également au niveau du cursus universitaire un master en évaluation des politiques publiques et en planification qui permet de pouvoir mouler très rapidement ces jeunes personnes qui doivent après occuper ces postes de suivi et évaluation, parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, même si les départements existent,
il y a un fort manque de capacité technique pour mener à bien ces questions. Et le gouvernement a également rendu obligatoire des études ou des évaluations ex ante de tous les projets qui doivent être financés sur le budget de l'État. L'idée, c'est de réellement pouvoir concilier les ressources qui sont très limitées avec une évaluation coût-bénéfice qui permet de prioriser les projets et de pouvoir faire le choix des projets qui peuvent être beaucoup plus, qui peuvent apporter des résultats ou une efficacité plus rapide pour les choix qui sont à faire. Donc, je pense que tous ces éléments concourent aujourd'hui à se dire que nous avons des éléments qui permettent de faire le suivi ou l'évaluation, mais qui ne sont pas intégrés dans une architecture qui soit réellement holistique. Et il faut également noter que la plupart du temps, le suivi est fait, mais l'évaluation n'est pas faite de manière réellement poussée. L'évaluation ne permet pas, par exemple, de penser ou de réfléchir ou d'étudier l'impact des projets qui sont faits. Et ce sont des défis qui sont réellement à soulever à notre niveau au Togo. Et aussi, je voudrais dire que la COVID-19 a à un moment changé la manière de faire, parce que nous l'avons dit depuis hier et également depuis Turin, l'évaluation ne peut pas se faire comme elle a été faite depuis des années. Nous sommes en train de passer, ou plutôt les chocs que nous avons nous emmènent à passer à des évaluations plus rapides. Et cela a été le cas avec les éléments que nous avons eus en lien avec la survenue de la COVID-19, les chocs que nous avons eus avec la crise ukrainienne, mais aussi les problématiques sécuritaires que nous avons pratiquement dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce sont des éléments qui ont permis de pouvoir revoir un peu la manière ou la méthode de produire cette évaluation, si je peux l'appeler ainsi, qui sont des évaluations rapides qui ont permis de pouvoir résoudre en très peu de temps les problématiques liées à la sécurité alimentaire, par exemple, ou à la vulnérabilité de la pauvreté. Sans oublier le fait que cela a été fait grâce au numérique. Parce qu'il a été question à un moment, par exemple, de pouvoir faire des transferts monétaires pendant la crise de la COVID-19. Et aujourd'hui, ce sont des pratiques qui commencent par s'étendre d'une manière ou d'une autre. Et je pense que nous avons aussi d'autres opportunités qui nous permettent de réellement pouvoir disposer des données probantes dont on parle pour pouvoir faire un suivi, mais une évaluation appropriée des projets, des programmes. Récemment, le Togo a fait le recensement général de la population qui a permis d'avoir des données granulées qui également devraient servir à mettre en place des projets et des programmes, surtout dans le domaine social, mais de surtout aussi pouvoir faire le suivi et l'évaluation qui est très importante également. Donc, c'est de dire qu'il y a tous ces éléments qui se mettent en place de part et d'autre, mais les défis restent énormes. Je ne vais pas revenir sur les défis financiers, les défis humains qu'on connaît tous, mais il y a toujours ce problème de gap des données de qualité. C'est vrai que nous avons le RGPH, nous avons l'identification biométrique qui devrait se faire incessamment, qui devrait permettre que chaque personne au Togo puisse disposer de numéros d'immatriculation entre griffes qui puissent permettre d'avoir des stratégies très ciblées vers les personnes qui sont dans un besoin particulier. Mais pour cela, il faut qu'on s'assure de disposer tout de même d'une fréquence dans la collecte de données, de sorte à ce que le suivi puisse se faire de manière optimale. Alors, pour ce qui concerne le CADERT, le Centre autonome d'études et de renforcement des capacités pour le développement au Togo,
nous essayons d'apporter un renforcement de capacité en matière de suivi, mais surtout d'évaluation des politiques publiques. Nous essayons également de promouvoir la culture de l'évaluation à travers des communications, à travers des sensibilisations, à travers des formations, précisément à l'endroit de l'Assemblée nationale, parce que nous partons du fait que c'est un acteur très important dans l'évaluation des politiques publiques et nous voulons susciter l'intérêt, mais surtout la demande de cette évaluation des politiques publiques. Et nous avons eu l'honneur l'année dernière de délivrer une formation à l'endroit des honorables sur l'évaluation des politiques publiques, en collaboration d'ailleurs avec CLIER. Et nous nous sommes rendus compte de l'intérêt que cela a pu susciter, mais nous pensons qu'il faille faire mieux, il faille faire plus pour qu'ils puissent réellement avoir soif de ces outils dans leurs différentes activités. Aussi, au niveau du CADERT, nous sommes en train d'élaborer un curriculum et un plan de formation, toujours à l'endroit du secteur privé, du secteur public, mais aussi des organisations de la société civile, sur le renforcement de capacités en termes de conception, de gestion, d'ingénierie, de collecte de données, mais également d'ingénierie de création des indicateurs, de sorte à s'assurer de pouvoir disposer d'éléments qui sont les plus importants avant même, ou bien avant la mise en œuvre des projets, et que cela puisse permettre de réellement mener un suivi approprié et une évaluation pertinente. Donc, ce sont des éléments qui sont en train d'être mis en œuvre et pour lesquels nous pensons que cela devrait participer à une réflexion, cela devrait emmener à réellement attirer le monde qu'il faut, la cible qu'il faut pour revenir, en tout cas pour mettre en lumière l'intérêt de l'évaluation des politiques publiques. Et je crois qu'une des vitrines, c'est la semaine de l'évaluation qui devrait se tenir au Togo au mois de septembre, toujours sous l'égide de Madame Valentine Sama, et qui devrait être une opportunité de réellement montrer à nos populations, à nos autorités surtout, parce qu'il faut qu'on ait cette volonté politique, il faut qu'on ait ce leadership institutionnel, et je pense que ce sont des éléments qui pourront réellement permettre de montrer l'intérêt de l'évaluation des politiques publiques et d'espérer à un moment dessiner cette architecture institutionnelle dont nous avons besoin. C'est en quelque sorte ce qui se passe au Togo actuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Odilia Nyasingbe. À présent, nous allons écouter l'expérience de Madagascar. Donc, je vous passe la parole à Azine. Merci, Edoé. Monsieur le ministre, chers collègues panélistes, merci de nous avoir donné l'opportunité de partager l'expérience de Madagascar par rapport à la suite des régions de Turin. Donc, mon intervention se divise en 4 parties. Donc, la situation quand la délégation est allée à Turin, la réalisation, les défis et les perspectives. Voilà. Donc, Madagascar a eu l'opportunité d'être représenté par des personnalités de divers horizons à Turin. Donc, il y a des parlementaires, madame ici présente, le président de la commission d'évaluation des politiques publiques, mon collègue Narcisse, qui est malgache, il est camerounais, mais il est Madagascar, donc il est malgache pour nous. C'est du PTF, il est du PNUD, et un collègue à moi du gouvernement. Donc, en fait, les informations et c'est-à-dire les attributions de chacun ont été clarifiées. Donc, qu'est-ce qu'on a après Turin? Donc, on a le plan stratégique de Madagascar, le plan émergence Madagascar de 2023 à 2028. On a eu le diagnostic effectué par CLIR sur la capacité nationale et on a également la politique nationale de l'évaluation. La question qui se pose, c'était comment
comment dresser les engagements de Turin. En fait, en revenant de Turin, donc, chaque acteur donc, fait du plaidoyer. Et là, je vais prendre un peu la casquette de l'exécutif, Madame la Présidente. Nous avons discuté, négocié avec le PNUD, parce que un bon nombre de pays en Afrique, en fait, ont choisi d'établir le delivery unit au sein de l'institution. Donc, nous avons négocié avec le PNUD, et le PNUD a accepté d'appuyer la mise en place de ce delivery unit. C'est une structure qui assure la délivrance des biens, des services, tout ce qui est information, qui va assurer tout ce qui est gouvernance de la mise en œuvre du plan stratégique national, mais surtout aussi de tout ce qui est la dissémination des résultats. Et par rapport au partenariat, en fait, nous avons approché aussi également au Madagascar une nouvelle structure qui a été créée par l'État malagasy pour soutenir la digitalisation. Il y a une structure qui s'appelle UGD, Unité de gouvernance digitale. En fait, c'est une structure composée d'informaticiens, d'architectes en informatique. Donc, tous les services publics font leur demande et ils interviennent pour digitaliser. Et donc, nous avons un projet pour soutenir la promotion de l'évaluation. Par rapport aux activités, beaucoup d'activités ont été lancées par le Parlement, des ateliers avec différents partenaires pour mobiliser les acteurs à la capacitation nationale. Et donc, le Parlement fait de son côté, la Cour des comptes également. En fait, la Cour des comptes, il y a beaucoup de certifications au niveau de la Cour des comptes. Pareil au niveau du gouvernement aussi, le renforcement de capacités en termes d'évaluation. Et simultanément, le nombre des secteurs qui ont bénéficié de l'évaluation des politiques publiques ont augmenté. La Cour des comptes, c'est par l'intermédiaire de leurs rapports publics qu'ils publient. Le gouvernement aussi, c'est annuellement l'évaluation des ministres. Moi, je fais partie des évaluateurs des ministres à Madagascar. Malheureusement, l'accès des données, c'est confidentiel, mais je vous dis que je fais partie des évaluateurs des réalisations des ministres. Et on a déjà un guide sur ça. Pour sa part, la société civile, en fait, à Madagascar, je suis membre de MAS, l'association nationale, s'est mobilisée également comme et des tout à l'heure que, en fait, l'essentiel, c'est de comment atteindre une masse critique pour les praticiens. Donc, avant, à Madagascar, les membres de MAS, l'association nationale était autour de la capitale, des gens de la capitale, mais MAS a choisi actuellement d'avoir des membres dans les provinces. Et actuellement, il y a beaucoup de membres en province qui se sont inscrits et qui sont des champions de l'évolution, aussi bien au niveau du secteur public que dans les privés. Et il y a un mois de cela, l'association nationale a participé au Glocol et la thématique était la participation de la société civile à l'évaluation des politiques publiques. Et ça va continuer parce qu'il y a des recommandations qui étaient formulées. Grosso modo, ce sont les réalisations. Les gars, quels sont les défis à Madagascar? Comme j'ai dit depuis hier, c'est la gouvernance des données. La gouvernance des données, en fait, il y a pas mal d'évaluations faites, mais l'accès aux données, l'exploitation, la gestion même des bases de données dans tout ça, c'est encore problématique à Madagascar et c'est un défi qu'on relève d'avoir en fait cette gouvernance de données-là afin d'exploiter les données issues des évaluations. Il y a aussi l'écosystème de l'administration publique, parce que là, quand on parle d'évaluation, il ne faut pas oublier qu'il y a le suivi devant. En Madagascar, mais je pense que c'est pareil en Afrique, hein, où nous avons des systèmes de SIGFP, par exemple, système d'information pour les finances publiques, pour les marchés publics. Donc, au niveau des ministères, les gens sont occupés à entrer les données dans ces systèmes-là, parce que les systèmes ne sont pas encore interopérables.
Et donc, en fait, les gens préfèrent travailler sur ces systèmes-là parce qu'un système d'information sur les finances publiques, cela veut dire que c'est l'exécution budgétaire, donc il y aura les fonds disponibles. Mais les sous-évaluations, c'est pas tellement ça. Et donc, ça, c'est sur cet écosystème-là qu'on a fait appel à l'UGT qu'il faut que le système soit interopérable afin qu'on a une vue globale de tous les processus, aussi bien les processus, les phases, toutes les données. Et ça, c'est encore un défi. Et un autre défi également, pendant l'élaboration de la politique nationale de l'évaluation, CLIR a formé des champions, les évaluateurs émergents, et actuellement, donc, avec l'appui du PNUD par rapport au Delivery Unit, donc nous bénéficions d'un système de sous-évaluation, le SIGOB, peut-être que bon nombre d'entre vous connaissent, c'est un système importé d'Amérique du Sud, le SIGOB. On est en train de renforcer la capacité des gens, alors qu'on a des gens certifiés par CLIR, et on les a laissés, mais on a changé avec ces gens-là, et là, il faut optimiser les ressources qu'on dispose. Ça, c'est l'harmonisation. Et on fait le plaidoyer actuellement que il faut qu'on travaille ensemble pour tout le monde. Ça, c'est la partie stratégique institutionnelle. Comme il était dit hier, par rapport à la pratique même. En fait, nous, en Afrique, on a été longtemps utiliser le budget de moyens. Et après, c'est le budget programme. Mais ça requiert du temps pour approprier tout ça. Parce que avec le budget programme, ça requiert de la rigueur pour ça. Parce que ça répond exactement à ce que nos collègues disent ce matin, que on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Et avec le budget programme, c'est facile, mais c'est le processus qu'il faut accompagner dans tout ça. Par rapport aux perspectives, et en fait, nous espérons que dans peu de temps, donc l'élaboration du guide, on a déjà discuté de ça, et Doé quand on a eu la politique nationale de l'évaluation, il nous faut un guide opérationnel pour l'évaluation des politiques publiques. On parle ici de standardisation parce que différents acteurs en fait font de l'évaluation suivant leur mission. À part ça, ce serait mieux d'avoir un programme conjoint d'évaluation des politiques publiques. Parce qu'au Madagascar, le Parlement, le programme, le gouvernement, le programme, les associations, le programme, les PT font le programme. Et ce serait bien d'avoir un plan d'action commun où toutes les parties prenantes se soient à quel secteur, et pourquoi pas aussi une journée pendant les journées en Madagascar, on appelle les GMEVA, les journées malagasy de l'évaluation. Pourquoi ne pas, publier des résultats d'évaluation pendant ces journées-là? On n'a pas encore fait ça. Parce que là, les résultats sont faits pour être publiés, discutés entre les parties prenantes et poursuivre le plaidoyer. Donc là, c'est avec les parties prenantes que nous prévoyons de faire cette activité-là. En tout, voilà pour Madagascar. Merci. Nous avons fait le petit tour d'horizon de l'Afrique, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique australe. Nous voulons à présent ouvrir le débat. Je sais que dans la salle, on a les différents partenaires représentés. Je vois M. David de l'AFD, d'autres partenaires, l'ENAP, le PNUD, donc, et puis aussi des représentants des autres institutions des pays qui ont été représentés, donc le Parlement de l'Assemblée nationale de Madagascar, l'Association togolaise d'évaluation.
Donc voilà, la parole est à vous. Si vous aviez des compléments, des rectificatifs à apporter ou des questions, nous sommes à l'écoute. Oui, honorable. Merci. Je suis donc présidente de la commission d'évaluation des politiques publiques à l'Assemblée nationale à Madagascar. Merci à tous pour vos présentations qui se complètent et qui nous laissent assez optimistes parce qu'on sent la volonté, la détermination à tous les niveaux, effectivement, d'avancer sur cet agenda de Turin. Je voudrais juste déjà compléter la présentation de As pour dire que, en ce qui nous concerne à Madagascar, effectivement, donc l'ensemble des acteurs se mobilisent chacun à son niveau et je partage tout à fait son questionnement sur la tâche qui sera la nôtre de nous concerter et de faire converger notre action. Mais au-delà de ça, il faut bien le dire, au niveau du Parlement, nous avons proposé une loi pour la mise en œuvre de l'ambition parlementaire qui est d'évaluer les politiques publiques, donc qui a malheureusement n'a pas été adoptée en première lecture. J'espère que ça ne sera pas le cas ultérieurement. Mais derrière ce rejet d'une loi, se pose une question qui n'est pas seulement pour Madagascar, mais pour l'ensemble des acteurs de l'évaluation. C'est tout simplement, en fait, la compréhension de cette évaluation, qu'est-ce qu'elle est, et surtout, l'évaluation n'est pas une finalité en soi. L'évaluation, de mon point de vue, n'a de sens que par rapport à l'utilité qu'elle a pour les consommateurs d'évaluation et pour les utilisateurs, les professionnels de l'évaluation. Et ce sera seulement lorsque chacun y trouvera son compte dans l'utilisation des résultats, dans la mise à disposition de leurs compétences et de leurs travaux. À ce moment-là, l'évaluation rentrera dans les, comment dirais-je, dans les priorités de tout un chacun en ce qui les concerne. Et donc, la question, c'est justement celle-là que je voulais poser d'ailleurs au panel précédent à M. Hasselberg, Serge Hasselberg, qui était arrivé un peu en retard. Derrière tous les exemples qu'il avait cités, finalement, est-ce que ça sert? Et finalement, est-ce que véritablement l'évaluation aide à performer? Est-ce que l'évaluation apporte une plus-value véritablement concrète? Et donc, au-delà de l'expertise, au-delà des compétences, la finalité de l'évaluation se vérifie-t-elle de telle sorte qu'elle justifie les financements que nous requérons, de telle sorte qu'elle justifie les ressources humaines, techniques, etc., que nécessite sa mise en œuvre. Et pour finir, il y avait une question qui était un petit peu ambiguë, mais que je partage maintenant. Quelles sont les limites de l'évaluation? Voilà, merci. Est-ce qu'il y a... Oui. Bonjour. 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 Allô, allô, allô. Oui, bonjour. J'avais une petite question. D'abord, je tiens à remercier tous les présentateurs pour
ces belles présentations. C'est toujours intéressant de voir comment est-ce qu'on avance dans nos pays africains en matière d'évaluation, notamment en matière de planification stratégique. Ma question s'adresse à la représentante du Togo, Madame Gnassingbé, je pense, oui. Je voulais juste savoir si vous avez un plan national, un plan stratégique national ou bien un plan national de développement, si ça existe déjà. Sinon, est-ce que vous avez l'intention d'en préparer un? Et aussi, en ce qui concerne les acteurs, je pense que je n'ai pas bien suivi les institutions qui sont actuellement en charge de l'évaluation au Togo. C'est tout. Ok. Oui, merci à tous les panélistes pour, en tout cas, le travail qui a été très bien abattu. Donc, moi, c'est Michel Ouedraogo, donc je suis spécialiste principal en suivi d'évaluation au sein de la CEDEAO à Abuja. Et donc, j'ai apprécié en tout cas l'état d'avancement après Turin de chaque pays. Donc, chaque pays va à son rythme, ça c'est normal. Et j'ai l'espoir que, en tout cas, chacun aboutira à un état comme le plan Turin l'a demandé. Donc, il y a deux préoccupations que j'ai, donc, ou du moins, je vais dire que le Togo et le Madagascar donc, ont donné deux éléments importants. Donc, la culture de l'évaluation et la volonté politique, que je trouve que, quel que soit le cadre juridique qui a été mis en place dans tout pays, sans la culture de l'évaluation et sans la volonté politique, je pense qu'on aurait toujours des difficultés. Donc, c'est un élément majeur que je trouve que c'est bien. Donc, ils sont sur la bonne voie et que tous nos pays, donc je suis du Burkina Faso, donc avant d'être à la CEDEAO. Donc, ça veut dire que tous les pays africains donc, doivent avoir cette culture de l'évaluation et pour y aller. Donc, la deuxième question, c'est adressée à M. le ministre. Donc, j'ai compris qu'en tout cas, le cadre juridique, vous êtes déjà en avance par rapport aux autres quand je vois. Maintenant, pour ce qui est du volet parlementaire, je n'ai pas entendu quel est le rôle du Parlement dans le dispositif qui a été mis en place. Et également la Cour des comptes, si ce sont dans le dispositif, c'est pris en compte ou bien ce n'est pas pris en compte. Voilà. Mais, non, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous, David Whitcomb de l'Agence française de développement. Merci à tous les panélistes pour ces présentations intéressantes. J'avais peut-être une remarque, une question. La remarque, c'est toujours intéressant de voir que l'évaluation, c'est à la fois une partie dans un cycle de projet, un cycle de programme, un cycle de politique publique, mais ça peut aussi être un projet en soi, monter une stratégie nationale, monter un système institutionnel, et donc l'évaluation devient en elle-même un projet. Donc ça, c'était la remarque. La question, elle est plutôt d'un point de vue d'un partenaire technique et financier, PTF. Vous l'avez dit aussi, je crois, plusieurs panélistes, avoir un système, c'est bien, le mettre en œuvre, c'est essentiel. Il faut du fuel, et il faut des projets, il faut des programmes et des choses à évaluer. Quel est, selon vous, le rôle et l'appui que les partenaires techniques et financiers peuvent jouer en accompagnement? Vous avez une mission qui est beaucoup plus large que celle des PTF qui viennent et en général financent une partie des projets et accompagnent financièrement une partie des projets. Les missions d'évaluation nationale sont bien plus larges, mais vous avez potentiellement beaucoup d'alliés à partir du moment où ces alliés peuvent entendre le fait que le cadre d'évaluation ne sera pas que le leur, mais doit être aussi celui du pays. Et à partir du moment où on entend ça, quel peut être l'appui et le rôle d'un partenaire technique et financier? Bonjour, Louise Picard donc de l'ENAP Québec. Je m'occupe notamment dans le cadre de mes fonctions du PIFED, donc depuis 2011, donc plus d'une douzaine d'années maintenant que l'on diffuse le PIFED. On a formé plusieurs milliers de personnes et on voit en 12 ans que l'évolution a quand même pris son envol de façon remarquable en Afrique et vous témoignez ici aujourd'hui de 3 différentes régions francophones de l'Afrique et je trouve ça absolument remarquable.
que l'on puisse témoigner de ces avancées-là. Donc, c'était la remarque. Deux petites questions. Donc, d'abord, pour Madame du Togo, vous aviez évoqué tout à l'heure la tentative de mettre en place une stratégie nationale de suivi-évaluation au Togo en 2018 et vous avez dit que malheureusement, elle n'était pas encore effective. J'aimerais peut-être vous entendre sur les raisons ou les défis rencontrés pour la mise en place d'une stratégie de cette nature. Madame aussi de Madagascar, vous avez évoqué la difficulté de l'adoption d'une loi. Bon, je comprends que c'est dans le cadre de travaux parlementaires, mais peut-être si vous pouviez aussi enrichir le débat, savoir quels sont les obstacles que rencontrent nos pays quand vient le temps de mettre en place des politiques nationales de suivi-évaluation. Et par ailleurs, vous avez mentionné un peu, les trois panélistes, le manque de capacité dans vos pays pour pouvoir déployer une réelle fonction de l'évaluation à grande échelle au niveau national. J'aimerais aussi vous entendre un peu plus là-dessus, à savoir quel type de capacité, est-ce que ce sont les capacités plus individuelles, est-ce que c'est les organisations en elles-mêmes, est-ce que c'est le manque de consultants internationaux ou comment vous voyez cet aspect-là en termes peut-être en tant qu'université. Je sais que le CLE aussi travaille comme partenaire technique, notamment dans le cadre du Global Evaluation Initiative. Ce serait très pertinent d'entendre vos besoins de manière un peu plus spécifique. Merci. Alors, bonsoir à tous. Donc, Amos Ménard, je suis du CLIER Afrique francophone. J'ai peut-être une ou voire peut-être deux questions adressées à Rieder cette fois-ci, parce que toutes les questions sont allées aux autres panélistes. Rieder aura l'opportunité de répondre également. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que au niveau global, au niveau des organisateurs du NEC Conference, Rieder a rappelé tout à l'heure l'agenda de Turin. J'aimerais savoir s'il y a un dispositif de suivi de la mise en œuvre de l'agenda qui a été mis en place au niveau global, en fait, pour permettre de savoir comment est-ce que les pays s'en sortent. En tout cas, les acteurs qui ont pris des engagements forts au NEC s'en sortent. Au-delà de l'exercice que nous sommes en train de faire aujourd'hui, qui nous permet d'avoir un petit feedback de la part de quelques pays du Sud essentiellement. J'aimerais savoir aussi si nous avons l'opportunité d'avoir des retours de la part des autres acteurs qui ne seraient peut-être pas représentés ici, notamment des représentants du Nord ou d'autres pays qui ont connu des avancées par rapport à la mise en œuvre de cet agenda que Rieder, vous pourriez partager avec nous. La deuxième question que j'avais, je pense que ça rejoint un tout petit peu ce qu'a mentionné tout à l'heure David sur le type d'appui que les partenaires pourraient mobiliser pour accompagner les pays dans la mise en œuvre de l'agenda. Et peut-être pour précision ici, c'est de savoir s'il y a un dispositif qui a été mis en place au niveau global pour accompagner les acteurs qui se sont engagés à la mise en œuvre de cet agenda à avancer. Évidemment, par le truchement du GEI, il y a beaucoup de choses qui se font. On a rappelé dans ce panel les initiatives portées par CLIER à travers le GEI. Mais est-ce qu'il y a d'autres formes d'appui, de dispositifs qui sont mis en place pour accompagner les pays? Je vous remercie. Merci. Nous sommes un peu acculés par le temps, donc nous allons laisser la parole aux panélistes pour, s'il vous plaît, des réponses précises et concises aux questions pertinentes, ce qui n'est pas facile, mais nous comptons sur vous. Et je passe la parole à Monsieur le ministre. Merci, M. Doué. Je remercie les participants de l'intérêt qu'ils ont accordé à nos présentations. Et j'essaierai bien sûr, dans la mesure du possible, de donner les réponses qui sont conformes à notre situation nationale. Et je commencerai par la dernière question, parce qu'il est revenu deux fois, les deux derniers intervenants, sur
le renforcement des capacités nationales sur les besoins nationaux. Je voudrais vous dire que nous l'avons dit encore ce matin, nous avons besoin de renforcer nos ressources humaines. Vous savez qu'il n'y a pas dans nos universités des filières qui forment en matière d'évaluation. Il y en a dans quelques pays, la création récente, mais ce ne sont pas des filières traditionnelles qui forment en matière d'évaluation. Donc, ce besoin est réel. Et nous avons également, dans notre pays, vous savez que nos ressources humaines, je venais de le dire, mais également financières, ne sont pas assez importantes. Et c'est aussi un besoin. Pour ce qui concerne la formation, je répondrai à madame qui a parlé au nom de l'ENAP. Nous avons pris contact avec l'ENAP déjà pour voir dans le cadre des formations qui y sont données, quelles sont les possibilités que notre gouvernement, à travers mon département ministériel, pourrait explorer. Également, dans le cadre de l'accord qu'on a signé avec CLERFA, nous avons mis en bonne place le renforcement des capacités. Au niveau national, nous avons pris contact avec l'École nationale d'administration et de magistrature pour voir si on ne pourrait pas inscrire des filières de formation pour renforcer les capacités. Donc, voilà un peu pour ce qui concerne nos besoins. Et je crois que ce sont des besoins réels, mais ce sont aussi des besoins qui ne se limitent pas seulement au Congo. La plupart de nos pays sont confrontés à ce genre de situation et j'attends bien sûr d'explorer avec l'ENAP les possibilités, y compris de faire des formations en virtuel et autres formes de formation possibles. Bien, on nous a également demandé l'appui que les partenaires pourraient nous apporter, le rôle qu'ils pourraient également jouer. Je crois que dans la mise en place des systèmes d'évaluation, c'est un rôle d'appui technique, d'appui conseil, en considération des expériences qui sont accumulées au niveau de GI, au niveau de CLERFA, au niveau d'autres institutions ici représentées. Ce n'est pas seulement des besoins en finance, mais les conseils de toute matière, toutes sortes, sont également les bienvenus. J'apprécie déjà Madagascar, qui a déjà en voie d'organiser, qui a déjà organisé les journées malgaches de l'évaluation. Nous-mêmes, nous sommes sur cette voie. C'est un projet. Par exemple, dans le cadre de la réalisation de ce projet, peut-être que nous aurons besoin des appuis de certains partenaires, comme également, nous voulons faire la cartographie des réformes au Congo. Il y a un certain nombre de réformes qui ont été engagées, mais nous n'en avons pas la comptabilité exacte. Voilà aussi une autre tâche qui pourrait être vue dans le cadre de nos partenariats avec certains partenaires. Il y a aussi, on nous a demandé si qu'est-ce qu'il y a comme plus-value de l'évaluation. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Mais beaucoup de choses. D'abord, l'amélioration du fonctionnement des systèmes. Également, la redevabilité, parce que les gens qui se sentent également évalués, je crois qu'ils se rendent compte que la redevabilité devient aussi un mode de gestion ou des ressources publiques, des ressources financières publiques. Donc, c'est pour nous, c'est un moyen de renforcer le fonctionnement et d'améliorer les rendements, aussi bien au niveau de l'administration centrale que des administrations locales. Pour nous, ça a une grande importance parce que notre système ne veut pas seulement être dans les grands centres, il veut également s'étendre au niveau des départements pour que la gouvernance territoriale soit également améliorée par ce moyen-là. Je ne voudrais pas abuser du temps et surtout donner l'occasion à nos autres panélistes de donner des réponses. Mais je m'arrête là pour le moment et je vous remercie d'avoir posé ces questions à ma délégation. Pardon? Le rôle du Parlement, la Cour des comptes. Ah oui, il y a un point essentiel, oui. Alors, oui, le Parlement et la Cour des comptes.
Alors, je crois que lorsque lorsque M. Edoé est arrivé à Brazzaville avec CLERFA, son équipe, parmi les premières institutions auxquelles nous avons écrit pour demander la rencontre avec la délégation de CLERFA, il y avait l'Assemblée nationale, il y avait la Cour des comptes. Vous avez bien ciblé ces deux institutions. Elles coopèrent, elles participent, elles veulent avancer avec nous. Et d'ailleurs, les parlementaires congolais ont même demandé à CLERFA d'organiser des séances de renforcement des capacités au niveau du Parlement. Ce donc sont deux institutions qui comptent avec nous et avec lesquelles on pourrait peut-être renforcer le cadre juridique existant. Merci. Merci. Je vais répondre à la première question sur l'existence d'un plan national de développement. Bien sûr, le Togo dispose d'un document stratégique de développement depuis les DSRPC que nous connaissions, la SCAP, la stratégie de croissance accélérée de promotion et de promotion de l'emploi. En 2018, il y a eu le plan national de développement qui a, compte tenu des crises et des chocs, surtout de la COVID-19, a été revu de sorte à prendre en compte tous ces éléments exogènes. Et depuis 2020, on a la feuille de route gouvernementale de 2020-2025, qui est également un document stratégique de développement de notre pays. Donc, ils existent effectivement. Qui est-ce qui est en charge de l'évaluation ? Aujourd'hui, c'est le ministère de la Planification, bien évidemment, mais sous la coupole de la présidence de la République. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que parfois le suivi pouvait être plus ou moins éparse. Donc, il était question d'essayer de trouver une architecture qui permette de pouvoir avoir un dispositif qui permette de réellement savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe et avoir un suivi réellement transversal de tous les ministères, de tous les sectoriels, mais que ce soit chapeauté par la présidence, ensuite la primature et les différents ministères. Mais s'il est question de parler de l'évaluation même des politiques, c'est le ministère de la Planification qui en a la charge, qui est également sous la tutelle, qui est sous la présidence de la République, donc avec une coordination assez efficace. Il était question également de savoir quels sont les manques de capacités techniques. Les capacités techniques sont énormes. Ce dont nous nous sommes rendus compte, c'est que dans les départements ministériels, par exemple, il peut arriver que certaines personnes qui n'avaient pas la formation de suivi évaluateur soient formées sur le tas pour tenir ou bien pour être en charge du département de suivi évaluation. Mais il se fait que à un moment de leur carrière, ils peuvent être affectés à d'autres services, à d'autres postes, et finalement, le département du suivi-évaluation reste vide parce qu'il n'y a personne pour cela. C'est la raison pour laquelle il a été mis en place le master en suivi-évaluation et également planification pour s'assurer que les bonnes personnes soient au bon poste pour s'occuper des questions de suivi-évaluation. Mais pour autant, je pense que l'appui des partenaires techniques et financiers reste réellement opportun. Et l'un des soucis, enfin, chez nous au Togo, je crois que c'est d'abord l'analyse du système lui-même, du système d'évaluation des politiques publiques. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des structures différentes qui s'occupent de ces questions d'évaluation, mais qui ne sont pas intégrées de sorte à savoir qui fait quoi. Donc, il faut qu'il y ait ce diagnostic, cette analyse pour pouvoir, répertorier les acteurs, les institutions et savoir quel est l'existant, qu'est-ce qu'il faut faire, quel est l'accompagnement technique qu'il faille apporter pour que cela se fasse dans une architecture réellement institutionnalisée. Et je remercie d'ailleurs pour ça CLERFA, qui est venu au Togo, avec qui on a eu des échanges également avec l'Assemblée nationale, avec la primature, pour savoir quelle est
cet appui qui peut être réellement concrétisé. Et je pense aussi que l'un des appuis qui peut être apporté par les partenaires techniques et financiers, c'est réellement le côté numérique et le côté intelligence artificielle, si on peut le dire ainsi. Parce que depuis d'hier, on n'a pas arrêté de revenir sur cette problématique. Et je crois que dès maintenant, si nous avons cet appui qui nous permette de pouvoir renforcer les capacités, former les jeunes qui demain sont appelés à cette activité de suivi et évaluation, ça sera réellement un plus pour nous dans cette matière-là. Et pour finir, je pense que c'était la stratégie de mise en place du système d'évaluation. Oui, pourquoi ça n'a pas marché? Je pense que Edoué le disait en début de son speech, c'est que c'est assez complexe en fait. C'est réellement complexe le suivi-évaluation. Nous avons la société civile qui fait son suivi-évaluation. Nous avons les partenaires financiers qui réellement font l'évaluation de leurs projets, de leurs programmes. Nous avons le gouvernement qui souvent ne fait pas l'évaluation de ces projets de développement. Donc, c'est réellement un monde, c'est-à-dire où tout le monde fait plus ou moins ce qu'il veut. Mais pour autant, la volonté politique y est. Parce qu'en 2014, on avait mis en place le ministère de l'évaluation des politiques publiques et de la prospective. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu. Une fois de plus, je pense, c'était pour des questions de culture de l'évaluation. Parce que quand le ministère a été mis en place, je crois que le concept n'a pas été compris. Le concept de l'évaluation n'a pas été compris. Beaucoup ont pensé que c'était pour les auditer, c'était pour réellement sortir les casseroles. Donc, finalement, le ministère n'a pas tenu. Et c'est la raison pour laquelle nous revenons encore sur la culture, la communication, la sensibilisation sur les questions de l'évaluation, de sorte à ce que le bien fondé soit réellement intégré pour qu'on en fasse un instrument opportun dans les stratégies de développement. Merci, je pense avoir fait le tour. Merci. Merci beaucoup. On va passer la parole. Il y a des questions en suspens pour Yacine. Oui, par rapport à la question de monsieur de l'AFD, merci beaucoup parce que l'AFD intervient beaucoup dans les réformes de l'administration publique. Je pense que c'est une activité transversale et donc, comme le monsieur le ministre vient de dire tout à l'heure, donc appui, conseil, accompagnement, parce que sans la venue de l'IREFA à Madagascar, je suis dubitatif par rapport à la culture de l'évaluation, parce qu'on a besoin d'expertise par rapport à ça, d'expertise. Donc, on a besoin d'assistance technique par rapport à l'expertise, mais également par rapport à tout ce qui sont outils d'évaluation, par exemple, les manuels, les guides, tout ça, on a besoin d'appui, tout ça, et les différents événements, les semaines de l'évaluation, tout ce qui sont, comment dire, dissémination des résultats, on a besoin d'appui sur ça. Et le dernier, mais qui n'est pas moindre, c'est créer le buy-in au niveau des autorités. C'est un expert qui peut les convaincre, les autorités supérieures des enjeux, de l'utilité de l'évaluation. Merci. Merci pour les questions, Amos. Je vais répondre très brièvement. Il n'y a pas de dispositif de suivi formel de la mise en œuvre de l'agenda de Turin, mais ce qu'on essaye de faire, c'est faire des événements un peu de suivi. On a fait un webinaire au début du mois de mai où on a parlé un peu de la mise en œuvre de l'agenda de Turin et beaucoup de participants ont soumis un mini PowerPoint avec le progrès. Et on a eu des discussions autour de deux thèmes, le genre et l'inclusion, et aussi les aspects relatifs au changement climatique et la durabilité environnementale.
on a cet événement aujourd'hui où je suis vraiment impressionnée par les interventions de mes collègues et le progrès qu'ils ont fait, même que c'est un travail à long terme, renforcer des systèmes, comme les collègues ont expliqué, c'est en fait très complexe, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de niveaux différents de capacité et de compréhension, et il n'y a pas toujours cette culture d'évaluation. Nous pensons faire un événement en octobre, probablement de nouveau virtuel, probablement quelque chose en avril. Tous les 6 mois, on essaie de relancer cette discussion et je pense que la conférence NEC suivante, en octobre 2024, va reprendre vraiment ces thèmes de l'agenda et essayer de structurer la conférence autour de ces thèmes pour essayer vraiment de voir les progrès. Donc, on n'a pas, comme j'ai dit, un dispositif formel de suivi, on n'a pas des indicateurs ou des chiffres à mettre dans des cases, mais on essaie vraiment de voir où ça va. Et c'est un des grands avantages, je pense, d'avoir le Global Evaluation Initiative. Comme j'ai dit, le PNUD organise ces conférences depuis 2009, mais en général, on faisait la conférence et après, on disait « ouf !» et on se remettait à notre travail principal, qui est en fait de faire des évaluations des programmes ou des interventions du PNUD. Mais maintenant, avec le GEI, on a la possibilité justement de continuer la conversation un peu en permanence. Par rapport au rôle des partenaires techniques et financiers, le groupe d'évaluation des Nations Unies a un groupe de travail sur le renforcement des capacités nationales en évaluation et on a fait un rapport publié en avril 2022 où, entre autres, on donne des suggestions aux agences des Nations Unies, mais je pense aussi pertinent pour d'autres partenaires sur comment soutenir le renforcement des systèmes nationaux d'évaluation, mais aussi réfléchir sur comment nous, en tant qu'organisation internationale, on peut faire nos évaluations qu'on doit faire pour remplir nos propres questions de redevabilité et de reporting envers nos conseils d'administration, etc. Mais comment est-ce qu'on peut faire ces évaluations d'une façon qui aide un peu à renforcer aussi les capacités nationales d'évaluation? Est-ce qu'on peut utiliser des éléments du système national? Est-ce qu'il y a un guideline national pour l'évaluation qu'on peut suivre? Est-ce qu'on peut augmenter le nombre d'évaluateurs ou d'évaluatrices nationales dans les équipes d'évaluation? Est-ce qu'on peut rajouter un composant de renforcement des capacités de mentoring dans les termes des références de le chef d'équipe d'évaluation pour qu'il y ait aussi un peu un renforcement des capacités des individus dans l'équipe, mais aussi par rapport aux institutions avec lesquelles on travaille pendant ces évaluations. Et ce que les partenaires peuvent aussi faire, là je mets ma casquette PNUD. Le PNUD soutient souvent la préparation des plans nationaux de développement, de mise en place de systèmes de suivi, mais pas toujours d'évaluation. Mais c'est à vous de demander au PNUD de rajouter ça au mix. Si vous allez vers le PNUD et j'imagine vers d'autres partenaires selon leur domaine d'intervention, mais une agence qui travaille dans la gouvernance devrait être réceptive des demandes d'appui à renforcer les systèmes d'évaluation parce qu'au moins de mon point de vue, faire l'évaluation, ça fait partie de la bonne gouvernance. Et donc, on devrait aller vers les agences comme le PNUD et d'autres pour leur demander de l'aide si le GEI ne peut pas répondre à toutes les demandes. Mais en tout cas, merci à mes panélistes ici. Je suis vraiment encouragée par vos progrès et ça nous donne le courage aussi de notre côté de continuer. Alors, merci. Merci beaucoup, chers panélistes. Je voudrais encore une fois que vous les applaudissiez pour la générosité du partage. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Il y a un panéliste, M. Daniel Mikaelou, qui a contribué à définir le panel et les différents éléments qu'on a présentés, mais qui n'a pas pu assister au panel pour une urgence de dernière minute et que nous voulons bien remercier avec votre encouragement. Et puis, un grand merci à vous, applaudissements à vous-même.
Et nous sommes très reconnaissants de votre participation et de toutes les questions pertinentes, mais j'espère que nous allons poursuivre la discussion dans la pause café qui est offerte généreusement par Jean-Marie. Merci.